Salut, je suis Mathis Durand et tu écoutes 1001 parcours, le podcast qui t'aide à mieux t'orienter en te faisant découvrir des parcours scolaires qui sont inspirants, différents, puisqu'ils vont de la licence au BTS, à la prépa jusqu'au master, dans des domaines très variés. Cette différence est enrichissante et va te permettre de découvrir les études, la voie qui te plaît. Tu vas savoir comment se sont réellement passées les études des personnes interviewées et avoir leurs conseils. Ainsi, tu sauras si ces études te correspondent et les débouchés possibles. Pense à partager le podcast s'il t'a plu. Bon épisode! Donc bonjour Alice, je suis ravi de t'accueillir sur 1001 parcours. Merci beaucoup Mathis, bonjour à toi et merci de me recevoir. Donc pour démarrer, est-ce que tu peux du coup te présenter et expliquer un peu ton parcours scolaire? Oui, alors je m'appelle Alice de France. Dans les présentations, oui, qu'ajouter de plus? Bah si, je travaille à mon compte dans une société que j'ai créée, que j'ai co-créée avec un associé qui est aussi mon amoureux dans la vie, dans le développement personnel. Et moi, mon activité, c'est principalement c'est quelque chose c'est une méthode que j'ai créée qui s'appelle la reconnexion à soi par le vêtement, où j'aide des personnes à se reconnecter à elles à travers le vêtement. En fait, c'est un mélange de relooking et de développement personnel et spirituel. En termes de parcours scolaire, moi, j'ai fait un bac ES. J'étais très, très, très inquiète, très, très, très concernée par l'orientation. Pendant mes années collège, même en primaire, ça commençait déjà à me travailler. J'ai été très, très questionnée par ça. J'ai fait plein de salons, etc. J'avais vraiment besoin de savoir ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis orientée vers la ES parce que j'étais une tanche en maths, mais je voulais quand même pas faire L et me priver dans ce qui était mon idée du système scolaire à l'époque, de faire des filières au type école de commerce, des choses comme ça. J'avais l'impression que ça restait assez généraliste pour que je puisse après intégrer des parcours différents. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une prépa HEC, une prépa ECE dans le jargon, à Montpellier, dans l'établissement qui s'appelle La Merci, Notre-Dame de la Merci. C'était des années prépa, donc c'était difficile. C'était difficile parce que j'ai quitté, ma terre natale, l'Auvergne, et que j'habitais déjà, plus ou moins, en dehors du foyer familial puisque j'étais interne au lycée, mais quand même je restais, très proche de ma famille, et là, c'était vraiment arriver dans un nouvel espace. Hem Et puis, après j'ai intégré, Neoma Business School, campus de Rouen. Hem, à partir de là, j'ai vraiment rencontré l'entrepreneuriat. J'ai vraiment pu mettre un mot sur une voie que je sentais naître en moi depuis déjà la prépa, à savoir diriger une entreprise, être son patron, et cetera. Et puis l'univers des startups, et j'ai adoré plonger dedans. J'ai découvert les startups, à commencer par The Family, c'était une grosse entrée. Et ensuite, j'ai poursuivi un petit peu ce parcours-là, en faisant mon alternance en start-up, et je n'ai du coup à ce jour travaillé qu'en start-up avant de créer ma propre entreprise, et j'espère ne jamais connaître le grand groupe. Et du coup, par rapport à tes 2 années en prépa, ou 3 ans? Je l'ai fait en 2 Deux. ans, ouais. Du coup, comment ça s'est passé ces 2 ans? C'était intense? Oui, alors bon, la Merci, c'est ce qu'on pourrait appeler une petite prépa. C'est une prépa de province, c'est une prépa familiale, dans le sens où, en général, c'est des Montpelliérains qui sont dans cette prépa chez eux à Montpellier. Il y a une autre grosse prépa par contre, à la Merci, mais qui elle fait les ECS et les prépas scientifiques, dont j'ai oublié le nom. Les Montpelliérains te diront comment elle s'appelle. Oui, la Merci, c'était très chouette d'être dans une petite prépa, avec un cadre familial assez chouette. Mais ouais, c'était particulier la prépa. Par contre, ce que j'ai jamais pu retrouver ailleurs, c'est la stimulation intellectuelle que j'ai eue à cette époque-là. J'étais vraiment en train de renforcer mon intelligence dans son aspect culturel, dans la capacité de raisonnement, de manipuler des concepts, le goût aussi de manipuler des concepts. Oui, j'ai mon chien qui joue sur mon épaule. Et en fait,
ça, c'était vraiment pour moi une période hyper intéressante. C'est toujours très difficile de faire parler de quelqu'un qui a fait de la prépa de ces époques-là, parce que plus les années avancent, plus on a l'impression que c'était sympa, alors que j'ai quand même un vague souvenir comme quoi c'était super dur. Mais j'ai du mal à en parler. J'ai du mal à te dire. Le seul si un truc par contre qui a toujours été difficile pour moi, c'est les maths. À partir, du CM2, j'arrivais déjà plus à résoudre les problèmes de maths, de manière, voilà, fluide. Donc depuis le CM2, je pleure en faisant des maths tellement c'est douloureux pour moi et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, ça en prépa pour des résultats absolument pourris. Mais, mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à travailler des matières comme ça que j'aimais pas. Mais sinon, les matières, j'aimais. J'ai progressé en langue, j'ai adoré. Je me suis vraiment passionnée pour les traductions. Peut-être ça va paraître fou à certains. J'ai vraiment adoré ça. La philo, j'ai adoré ça. Je me suis vraiment sentie nourrie et je me suis vraiment sentie de plus en plus intelligente en faisant de la philo. Et surtout, j'avais un excellent prof, Monsieur Galland à Montpellier. Et voilà. Et puis après, ce qui était difficile, c'était qu'après ma vie s'est résumée à 2 choses. C'était la prépa et j'avais un mec à ce moment-là, donc c'était la prépa et mon mec. Et à la fin de la prépa, eh ben, il se trouve que j'ai perdu les 2, à savoir que cette relation s'est terminée, ma prépa s'est terminée et en fait, le vide, il est surtout arrivé à la fin de la prépa, avant la rentrée scolaire. Et du coup, pour revenir un peu sur ton orientation et le fait que tu cherché beaucoup d'informations à travers peut-être les salons, internet, à quel moment du coup tu as su que tu voulais travailler en start-up comme tu l'as fait après? Alors ça, c'est vraiment venu à l'école de commerce parce qu'avant ça, d'ailleurs, c'est pour ça, hein, que j'ai fait une prépa à une école de commerce. C'est que franchement, plus jeune, j'avais toujours des idées de ce que je voulais faire et cetera et après c'est devenu de plus en plus flou. C'est vraiment devenu: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Il y a des trucs qui ont l'air sympas, mais tous les jours, toute la vie, je sais pas et c'était arrivé vraiment comme une évidence, la première semaine en école, il y a un peu les assos qui viennent parler comme ça aux nouveaux étudiants et qui recrutent en fait les nouveaux étudiants pour venir remplir leur rang et réanimer après, tout ce qui va être de la vie associative de l'école. Donc, dans les écoles de commerce, c'est un vivier très, très important, l'aspect associatif et quand j'ai entendu les mecs de l'asso d'entrepreneuriat de l'école, donc qui s'appelle Déclic, présenter l'association, enfin, ça a été un coup de cœur et j'ai dit: «Je veux faire partie de cette association» et j'ai adoré l'aspect, technologique, j'ai adoré le positivisme, l'ambition derrière ça. Moi, j'étais à l'école, en 2008, au collège, ouais. Donc en 2008, ce qui traînait comme discours, c'était un peu, «Ah là là, va bien falloir choisir ses études et son boulot, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver au chômage et puis vous aurez pas de retraite aussi». Et en fait, bon, j'imagine qu'il y a d'autres personnes, qui écouteront ce podcast qui ont eu une enfance bercée par ces trucs un peu des crises. C'est un peu la peur de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire pour rester, en vie quoi?» Pour arriver à payer mon loyer, pour avoir une vie peut-être aussi, moi j'ai eu plutôt une enfance, bah, agréable, c'était pas de la bourgeoisie, mais c'était quand même, je manquais de rien et je me dis: «Bon, comment je vais faire pour garder ça? Pour continuer dans cette lignée-là?» Sans, me faire chier tous les jours que je vais passer dans des jobs que j'aime pas. Et donc vraiment, cette association d'entrepreneuriat, je me suis vraiment dit: «Mais le vivier, l'état d'esprit, l'envie de changer le monde, d'apporter sa pierre à l'édifice et cetera», ça l'atmosphère de ce truc-là m'a énormément plu et puis être au contact de l'innovation, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Je suis complètement d'accord parce que c'est aussi ce qui m'a poussé à postuler à l'assaut d'entrepreneuriat de mon école aussi, donc je me reconnais là-dedans. Ah, on se comprend. Ouais. Et du coup, comment tu as fait pour trouver ton premier stage, en start-up? Parce que je pense que c'était assez peu développé à cette période. Alors, ça commençait déjà à être développé, c'est-à-dire que c'était pas du tout développé en province, mais à Paris, c'était déjà là. Or, j'habitais à Rouen à ce moment-là. Rouen-Paris, c'est 1 heure, 1h10, quand le train est rapide, 1h40 quand il s'arrête un peu. Et tu arrives à Saint-Lazare, donc tu es vraiment bien placé. Donc à partir de là, moi, j'ai défini plusieurs choses. J'ai dit: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Parce que dans l'entrepreneuriat, oui, mais j'avais quand même toujours un goût pour le vêtement, pour la mode. Donc je m'étais dit: «Bon, bah, j'ai envie d'une start-up dans la mode». À partir de là, ça a été très discriminant. J'ai cherché ces 2 critères et uniquement ces 2 critères. Et après, j'ai fait des lettres de motivation qui ont été 100% personnalisées à chaque fois.
Et oui, ça prend du temps, mais qu'est-ce que j'étais fière d'envoyer mes lettres de motivation et j'ai fait, en fait, des petits stages qui n'étaient pas vraiment dans des startups, mais dans des parce qu'en fait, elles ont start, mais pas forcément up, quoi. C'était pas vraiment la définition d'une startup, au sens de The Family, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ma référence dans mon éducation entrepreneuriale et en fait, c'était une petite entreprise qui existe toujours. C'est une boutique rue du Temple qui s'appelle, The Rolling Shop et c'était une boutique de petits créateurs qui présentait des petits créateurs. Ils avaient aussi un concept, de van l'été. Ils allaient de festival en festival et ils vendaient leurs vêtements, donc que des petits créateurs et puis voilà, il y avait vraiment une patte, en fait, que j'aimais beaucoup. J'ai passé d'autres entretiens et cetera. En général, j'arrivais pour être bras droit du CEO. C'était ça que je voulais faire, pour toucher à tout, parce que comme je savais toujours pas précisément ce que je voulais faire, je me disais: «Bon, bah, je vais le suivre partout et puis il va bien se passer quelque chose, je vais bien savoir si j'aime ou pas» et voilà, c'était une super bonne expérience où j'ai appris à vendre. Ça a été très chiant des jours. Il y a des jours où j'ai pas trouvé d'intérêt à faire de la vente et heureusement, j'avais vraiment des très bons patrons, Anne-Charlotte et Guillaume qui m'ont vraiment enseigné des choses, transmis des choses. Puis j'ai préparé, une, heu, une, une ouverture de pop-up qui devait se faire, qui s'est finalement pas fait, mais j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, donc c'était super intéressant et j'ai vraiment appris à vendre, quoi et à parler aux clients, à parler à des inconnus, à tenir une boutique et j'étais vraiment devenue pas mal à la fin quand même. Donc j'étais contente de ça. Donc non, pour revenir quand même, pour recentrer sur ta question, c'était mes 2 cri c'est ce que moi, pour moi, est super important, pardon, pour trouver un stage et même un emploi, c'est postuler qu'à des trucs qu'on a vraiment envie de faire. C'est autant l'entreprise qui passe un entretien avec nous que nous qui passons un entretien avec l'entreprise. C'est vraiment une séduction à 2. À la fin, c'est pas du sexe, a priori, c'est un contrat de travail, mais par contre, ça va nous lier. Donc c'est super important que les 2 fassent passer un test à l'autre. Toujours être fort dans ces questions. S'il y a des trucs à négocier, à mettre en des trucs qui nous tiennent à cœur. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. On est d'accord que je vais pas le faire ou pas? Parce que c'est important pour moi. OK. Et après, une lettre de motivation, hyper personnelle, quoi. J'ai viré les cordialement, moi j'écris plus cordialement, depuis longtemps à la fin des mails et des lettres. Quelque chose de très personnel où je raconte une histoire, où je raconte comment mon histoire est directement liée à celle de l'entreprise et comment ensemble, bah, on va pouvoir collaborer. Ce que j'apporte et ce qu'elle m'apporte. C'est pas la peine de fanfaronner, mais c'est pas la peine non plus de se dire, bah, voilà, de dire à l'entreprise d'écrire, moi, j'arrive en terrain conquis. Non, c'est vraiment une démarche, c'est vraiment ça les lettres et alors du coup, comme j'aime bien écrire, je me plaisais à cet exercice. Et à part le stage, du coup, dans cette petite boutique rue du Temple, tu as fait quoi d'autre comme stage en start-up ou emploi, peut-être? Oui, bah, j'en ai fait. Du coup, j'ai eu 4 grandes expériences en start-up, donc j'ai celle-ci. Ensuite, je suis allée en échange, international à Mexico et après je devais intégrer normalement, une année d'apprentissage, enfin d'alternance. Donc je me suis dit: «Bon, pareil, l'écosystème parisien, les start-up, il va y avoir du monde qui va postuler, en alternance». Déjà, il y a peu d'alternances ouvertes en start-up et ces postes-là vont être pris d'assaut par, ceux qui sortent d'HEC et cetera. Enfin, on va pas forcément miser sur la nana qui sort de l'ESC Rouen. Voilà, on n'est pas quand même. Moi, je suis très contente d'être arrivée à avoir cette école, mais on n'est pas sur le top 5. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit, je vais pas à Mexico me tourner les pouces. De toute façon, je vais soi-disant avoir beaucoup de temps avec mon semestre international parce que c'est pas très violent en général les cours à l'étranger. Mais bon, avoir beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, c'est en général ça fait pas bon ménage. Donc je me suis dit: «Je vais occuper ce temps-là et je vais chercher un stage sur place» et du coup, j'ai postulé à tous les incubateurs de Mexico City et je me suis retrouvée à travailler au SenseCube, donc c'est, l'incubateur d'entrepreneuriat social de Make Sense, qui est une énorme organisation française, qui œuvre, magnifiquement bien, dans le monde, pour l'entrepreneuriat social. C'est vraiment le porte-étendard, une très, très belle réussite française et du coup, tous les jours, du lundi au jeudi, le matin, j'étais dans cette entreprise, gratuitement, hein, mais c'était convenu avec eux. De toute façon, j'étais tellement contente et l'après-midi jusqu'à 22h, j'étais en cours. C'est ça ma vie. Et justement, qu'est-ce que tu as fait comme poste, mission dans cet incubateur? Alors là, dans cet incubateur,
J'étais, enfin, j'allais un peu faire, je me souviens plus exactement quel était l'intitulé de mon poste. En gros, c'était, Junior Startup, Support, un truc comme ça. Donc j'aidais un peu les équipes sur des thématiques dont ils avaient besoin. Ça pouvait aller de la traduction, de certains trucs sur le site, en anglais, espagnol-anglais et cetera. Des tâches que voilà, ils allaient pas payer quelqu'un pour le déléguer, j'étais là. Ça pouvait être, j'ai soutenu un de mes collaborateurs dans l'animation d'un atelier, les ateliers Make Sense aussi, organiser des ateliers Make Sense. Et puis voilà, tu as besoin d'un petit truc, hop, je te le fais. Donc j'étais un peu le couteau suisse. Et voilà, je retiens pas d'achievement particulier. Je pense pas que malheureusement ma présence ait été utilisée de manière optimale. Mais par contre, c'était un super environnement. J'ai été vraiment formée aussi à des méthodes de, de communication et de management très douces, qui prenaient vraiment l'humain en compte. Et j'ai vraiment trouvé une manière, pareil, de vivre et de communiquer ses émotions qui était assez saine, que j'ai pas su retrouver ailleurs, je dois dire, même s'il y a beaucoup de gens qui essaient de s'inspirer de ça dans l'univers des startups. Make Sense, ça a vraiment quelque chose d'abouti là-dessus. Et justement, comment elle est l'ambiance en startup? Parce que tu en as fait plusieurs différentes, donc j'imagine que même si c'est des startups, elles ont toutes un peu des ambiances différentes de travail ou entre les différents collaborateurs. Mais c'est Oui, alors là, c'est vrai que là, c'était, bah, déjà, j'ai fait différentes tailles. J'ai fait la petite, société, du coup, de la petite boutique où ils étaient 3, 4 à l'époque où j'étais, plus moi la stagiaire, 5. Chez Make Sense, je crois qu'on était une dizaine. Il y avait 10 CDI sur place et puis après il y avait quelques personnes comme moi, je crois on était 2 qui venaient, qui allaient et venaient. Et ensuite, j'ai intégré Supermood. J'étais la 7 ou 8e salariée et quand je suis partie, on était à peu près 20. Après, je suis rentrée chez Alan. On était à peu près 60 quand je suis arrivée. Quand je suis partie, on était 120. ok, donc ça a vraiment pas mal évolué aussi entre le moment où tu étais dans l'entreprise chez Alan et le moment où tu en es parti. Oui, Tu as vu oui, oui. l'évolution. Ah bah oui. Ah oui, j'ai fait une levée de fonds, j'ai participé à, on a doublé notre propre équipe dans le service où j'étais et j'ai participé activement au recrutement. Donc, oui, oui, j'ai vu des évolutions. Après, quand on est dedans, je pense que ça, c'est beaucoup aussi quelque chose que disent, des entrepreneurs ou des gens qui sont passés, dans des grandes machines à laver comme ça qui vont très, très vite. Quand on est dedans, on s'en rend pas compte, on a même l'impression d'être en retard, même que ça avance pas à certains moments. Et quand on en sort, on se dit: «Mais j'ai été dans une lessiveuse, c'est allé tellement vite, on a on a doublé l'équipe en un an». C'est dingue en fait, et de recrutement qualitatif, avec une forme de pérennité, un turnover, relativement faible, pour ce genre de structure. Donc, non, non, c'était vraiment fort. Et au niveau de l'ambiance, je dirais que moi ce que je retiens, c'est très cliché mais c'est très vrai, les startups ont plutôt tendance à vouloir se vivre dans des environnements conviviaux, voire amicaux. Ok. On crée l'illusion même, parce que c'est pas toujours vrai, mais qu'on est entre potes. On peut le devenir, mais il faut pas oublier que c'est du travail. Et chez Alan, justement, c'est ça qui m'avait intéressée aussi d'aller vivre chez Alan, c'est quelque chose qui était moins axé, on est potes. Un peu plus de sérieux, on est courtois, on est poli, on est respectueux, mais on n'est pas potes. Ok. Et tu faisais quoi précisément chez Alan? Chez Alan, j'étais dans l'équipe care, donc l'équipe du service client. Chez Supermode aussi, d'ailleurs, je suis arrivée par cette porte-là. Et voilà, donc chez Alan, le service client, c'est un département très important, un gros levier d'acquisition et surtout, on répond à toutes les demandes clients. Il n'y a pas de robot, même si on répond extrêmement vite, ce n'est pas un robot, c'est vraiment toujours un humain. Et voilà, donc je solutionnais les problèmes de entre 100 et 200 personnes par jour. Je gérais une grosse masse de tickets, toute seule. Enfin, chaque personne en fait ça, mais je parle que de mon track record à moi. Et puis à côté de ça, on avait aussi des projets. J'ai travaillé sur le podcast après. J'ai participé beaucoup au recrutement, comme je l'ai dit avant aussi, de différents collaborateurs. Et voilà. Et puis la formation quand ils arrivent. Et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à quitter Alan et à
monter ton podcast et puis la reconnexion à soi par le vêtement que tu fais actuellement? Ouais. Alors, le podcast, je l'ai lancé quand j'étais chez Supermood ou quand je au moment où j'en partais, je sais plus trop. Et bon, je suis partie parce que mon contrat s'était terminé et voilà, je continue. Je sais pas enfin, on s'est un peu mis d'accord avec l'entreprise que j'allais partir. Et après, il y a Alan qui est venu me chercher. Chez Alan, moi, j'ai négocié un 4/5e. C'est-à-dire que je travaillais que du lundi au jeudi. Je travaillais pas le vendredi. Donc, c'était aussi un 4/5e de salaire. Mais ça a été très important pour moi, justement parce que je voulais déjà commencer à développer des activités. Donc, c'est un temps que j'ai utilisé pour activer davantage mon premier podcast, du coup, Faire et défaire. J'étais censée travailler là-dessus aussi sur déjà la reconnexion à soi par le vêtement, parce que j'avais déjà eu des petites expériences qui n'étaient pas officielles, dirons-nous, à titre professionnel. Mais voilà, en fait, ça faisait déjà partie de ma vie de manière informelle. Et puis finalement, j'ai eu vraiment pas du tout de temps pour travailler là-dessus. Et quand le temps a commencé, quand il y a déjà des gens qui sont venus me demander des services et tout, voilà, je saturais de la start-up, je saturais de la vitesse. Après, j'ai trouvé chez Alan qu'il y avait eu, je sais pas, j'ai été dépassée, trop de monde, trop vite, trop de monde, j'arrivais plus à suivre. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas cet aspect des startups. J'aime pas l'aspect où en fait, ça devient un énorme mammouth. Alors je pense qu'il y en a qui vont peut-être sourire parce que quand on a travaillé dans des structures, on se dit: «Mais à 100, si elle trouve que c'est un énorme mammouth, c'est complètement dingue, c'est rien du tout 100». Bah, pour moi, si je connais pas mes collègues, si je peux pas mettre un nom sur chaque visage, etc. J'aime pas travailler dans cet environnement-là. C'est difficile de travailler avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu ou qu'on connaît pas. On sait même pas ce que c'est son nom. On doit chercher des informations, etc. Alan est très compétent dans la manière dont ils ont réussi à rendre tout ça très smooth, très fluide. Mais bon, ça me posait problème. Et puis l'investissement après physique, émotionnel, le service client, c'est un métier qui est dur. C'est très difficile de se rendre compte comme ça, mais ça vient vraiment chercher dans les émotions des uns et des autres. Et ouais, c'est dur. Et du coup, je pouvais pas être une locomotive. Mais Alan m'a proposé de reprendre leur podcast. Et puis après, bah, j'ai rencontré Nicolas, on a décidé de s'associer et du coup, je suis partie. Ok, donc en fait ça s'est fait assez naturellement. T'es pas parti d'un coup de tête. T'avais déjà un petit peu, on va dire un peu prévu, on va dire en quelque sorte ce que tu voulais faire ensuite. Et du coup, comment t'as réussi enfin, c'est comme ça que t'as réussi vraiment à changer de voie? En préparant un peu ton départ, on va dire? Oui, en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que justement, j'avais eu cet éclair en école de commerce. Je m'étais dit: «Bah, j'ai envie de travailler dans les startups, mais j'ai envie, enfin voilà, moi, en prépa, je disais que je voulais être chef d'entreprise quand même». Et quand tout ça s'est mis en cohérence, bah, je voulais être chef d'entreprise dans une entreprise qui a un lien avec le vêtement. La société que j'ai avec mon associé Nicolas n'est pas que ça, c'est une société qui accompagne des personnes sur des thématiques de développement personnel. Moi, mon axe à titre personnel, celui que je développe, il est avec un travail sur le vêtement, parce que je trouve ça plus rigolo qu'un travail, je sais pas moi, sur l'alimentation, même si c'est un travail que je fais à titre personnel. J'ai pas envie d'accompagner des gens nécessairement à faire ça. Et voilà. Et en fait, les changements comme ça, là, d'un coup, ça doit arriver, mais c'est assez rare. On change pas de vie sur un coup de tête, ou alors la vie, elle t'attrape et elle te fait changer. De toute façon, elle te dit, bah maintenant, tu vas changer de vie. Mais non, effectivement, ça a pris du temps, mais c'est quelque chose que j'ai mûri, que j'ai voulu, et voilà, et je l'ai eu. Et du coup, qu'est-ce que les différentes expériences que tu as eues en start-up avant, ta prépa, ton école de commerce t'ont apporté ou est-ce que ça t'a apporté maintenant dans ce que tu fais actuellement? Oui, moi j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. J'ai appris à vraiment être contente de tout ce qui m'est arrivé. Et puis il m'est quand même arrivé, enfin, j'ai quand même eu de la chance, quoi. Alan est venu me chercher, quoi. J'avais plus de boulot. Alan est venu me chercher à la sortie de mon école de commerce. Enfin, c'était magnifique. Donc bah, ce que je tire de toutes ces expériences, bah, déjà quelque chose à laquelle on n'est pas du tout préparé, mais c'est de travailler en entreprise. Aucune école n'apprend ça.
T'arrives le premier jour, t'es un peu, enfin, en tout cas, moi, j'étais un peu intimidée. Les gens font dans ma tête, ils faisaient tous des trucs de ouf, et moi, j'arrivais et il fallait que je fasse des trucs de ouf aussi, que je sois cool, bon, j'ai des qualités relationnelles qui font que c'est pas très difficile d'être là, mais à un moment, il faut aussi être bon, quoi. Et ça, j'étais vraiment pas sûre d'y arriver. Et du coup, ça m'a vraiment appris à me comporter déjà, à travailler en équipe, à me comporter. C'était vraiment ça. Ça m'a appris aussi à gérer l'urgence, à travailler même quand on n'a pas envie, euh, à persévérer. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Bah, ça m'a quand même permis de développer plein de choses et à reconnaître aussi quand est-ce que j'étais forte. En service client, voilà, bah, quand je prends du recul, ce que j'ai fait chez Alan ou chez Supermood, mince, c'était cool, quoi. J'ai progressé, j'ai recruté des gens, j'en ai formé, ça a de la valeur, en fait. Et ce que ça m'a appris, ouais, c'est pareil, ça a vraiment capitalisé. Faire confiance, demander de l'aide aussi, demander de l'aide, très important. Dire quand on sait pas faire. Euh, et qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Heu, Puis ça m'a appris ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire. J'ai pas envie, d'être dans une grande entreprise, j'ai pas envie d'en gérer une. C'est un modèle dans lequel, je ne crois pas en termes d'épanouissement personnel, et voilà, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus satisfaisant. Et hormis tes stages en start-up, est-ce que l'école, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté l'école au niveau peut-être compétences, réseau? Bah, moi, j'ai vraiment bien aimé l'école de commerce. J'ai trouvé ça un peu déstabilisant en termes de, pour le coup, de pauvreté de stimulation intellectuelle par rapport à la prépa. Heu, c'est vrai qu'il y a des gens qui le vivent extrêmement mal. Ça a pas été mon cas, mais ça, voilà, ça m'a un peu manqué au début. À l'école, bah, j'étais dans l'asso de mode, dans l'asso d'entrepreneuriat, et j'avais listé pour le BDA, le Bureau des Arts. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça m'a appris comme compétences? Ben, par exemple, très concrètement, ça m'a appris des compétences techniques. C'est-à-dire que, bah, j'ai pu, commencer grâce à mon investissement associatif à toucher un peu de la communication digitale, les bannières Facebook, les machins. On s'organisait. C'est pas moi qui faisais ça. Mais par contre, je comprenais la dynamique. J'avais déjà compris, du coup, les systèmes de réseaux sociaux, il faut parler, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des outils plus dynamiques comme la suite Google, etc. L'utilisation, ah oui, le fait être malin aussi, c'est-à-dire qu'en école de commerce, surtout en première année, l'objectif, c'est quand même de prendre un peu des vacances. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend par rapport à la prépa. Donc d'arriver un peu tranquillou et d'essayer d'avoir un maximum d'impact pour un minimum d'effort. Ça apprend à être malin. Voilà. Soit tu fais bien tes devoirs, tu apprends tout, soit tu es malin. Donc il y a ça. Et puis sur des compétences techniques, surtout en dernière année, que je garde, qui me servent aujourd'hui parce que je suis sur un projet important là avec mon associé, et ça me demande vraiment de creuser sur les compétences techniques. Ça va être tout ce qui est lié au droit des entreprises, hyper important, choisir sa structure juridique, etc. Et la comptabilité, même si j'étais une grosse quiche, eh ben, ça me fait beaucoup moins peur que si je m'étais dit je vais monter une boîte sans avoir ce bagage-là. D'ailleurs, je pense que j'aurais été trop intimidée pour le faire parce que je me serais fait tout un monde de ce truc-là, alors que c'est pas si compliqué par rapport en plus, on est une toute petite structure, donc c'est pas du tout démentiel comme compta. Voilà. Ce que ça m'a vraiment permis de faire, l'école, c'est d'apprendre à appréhender tous ces trucs-là chiants, pompeux, comme l'administratif, le droit, etc. Et ben, quand tu as commencé à mettre les mains dedans, tu te dis, oh là là, c'est tout un monde. Oui, mais par contre, tu as quand même eu un peu les clés pour y aller dedans. Et quand tu dois y revenir dans ta vie, ben, ça aide. Vraiment, tu te dis, bah, j'ai quand même fait les premières marches de l'escalier. Donc, c'est moins difficile de continuer à gravir les marches. Et après, en termes de réseau, ce que ça m'a apporté en termes de réseau, est-ce que j'ai vraiment utilisé le réseau de l'école? Je m'en suis dissociée un petit peu vite, parce parce que je travaillais aussi avant les autres, donc j'avais pas trop envie de faire des soirées tous les soirs. Heu, Pour les recherches de stage, peut-être, non? non, alors pas du tout, parce que l'école favorise, alors aujourd'hui ce serait peut-être différent, mais à l'époque, l'école, elle avait surtout des entrées dans les gros groupes.
Donc voilà. Après, il y avait des startups aussi, mais à des postes parfois ou alors c'est moi qui me suis interdit parce que je me faisais pas confiance, j'avais pas une assez grande confiance en moi, donc j'ai pas postulé à ces postes-là. Mais il y avait très peu de postes en start-up. Et alors l'alternance en start-up, ça n'existait pas quoi. C'était vraiment très rare. Et du coup, d'ailleurs l'alternance en start-up, c'est moi qui l'ai créée. J'ai écrit à Supermood, j'ai postulé à un stage et je leur ai dit, voilà, moi ça me va très bien. Par contre, je vous propose un peu un truc différent. Je vous propose que je reste 1 an au lieu de 6 mois et que ce soit une alternance au lieu d'un stage. Et c'est pour ça qu'on a collaboré. Après, c'est une histoire un peu sympa, l'histoire de Supermood, mais non, l'école a pas été, j'ai pas disons que j'ai pas puisé dans l'école de quoi, trouver mes stages. Mais comment dire? Mais en même temps, ma connaissance des startups, ma connaissance de Make Sense et cetera, c'est des choses que j'ai découvert à l'école grâce à mon activité, dans les associations. Donc l'école indirectement, bien sûr, elle m'aide. Par contre, elle m'a pas pré-mâché le travail en me disant: «Voilà, on a des entrées dans telle boîte, chez EY et tout, tiens postule». C'est parce que j'étais pas la cible, je voulais pas faire ça. Donc voilà. Et j'ai pris un grand plaisir aussi à chercher, j'étais très contente de chercher. Donc moi, ça m'a pas posé de problème. Oui, donc ouais, c'est un parcours assez différent, donc c'est sûr que c'est moins commun et il y a pas de les offres, sont moins abondantes que chez EY dans l'audit ou autre. Oui. Et Voilà, et j'en ai pas du tout souffert, pas du tout souffert. C'était très, très cool pour moi, j'étais très contente de faire ma petite machine toute seule. et justement, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui peut-être doute de son choix d'études, qui a peur de se réorienter peut-être? Parce que toi tu l'as fait ensuite après ton école de commerce? Oui, alors, en fait, assez rapidement, on va se foutre pas mal de l'école. Parce que moi, j'ai été recrutée, en fait, j'ai jamais été recrutée, pour mon école. Pourquoi on m'a pris chez Supermood? Ils m'ont dit on avait vu parce que j'avais un blog mode pendant un moment, alors je l'ai pas j'avais arrêté de l'entretenir, mais il était toujours là. Et donc ils m'ont dit: «Bah, on a lu ton blog mode et on a trouvé que tu écrivais bien et dans ta lettre de motivation et dans les échanges qu'on a eus, on a aimé, ton relationnel, on a aimé ta diction, on a aimé ton phrasé et on a aimé comment tu écrivais». Or, on avait besoin de quelqu'un en service client et un bras droit du CEO avec et quand même les startups, c'est aussi beaucoup, d'asynchrone. Donc on a aimé ton profil et c'est ça qui est important d'essayer de faire, je pense. En tant qu'étudiant, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est essayer de craquer assez vite ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Pour ça, il y a pas à tordre, il faut faire des trucs. Donc oui, ça passe par des trucs gratuits. En même temps, heu, gratuits, mais pas que. Mais si c'est gratuit, il faut pas hésiter à aller chercher des petites expériences. Voilà, donc ça peut être, quand je dis gratuit, ça peut être, bah oui, s'engager dans une association de l'école, une association, d'autre part, de quartier, j'en sais rien. Se proposer. Si on voit qu'on n'aime pas, on arrête. Même si persévérer un peu, c'est toujours bien, pour savoir vraiment ce qu'on n'aime pas, pour savoir si on n'aime pas parce qu'on a peur, d'être mis devant notre incompétence et qu'en fait, au fond, on adore, ou si vraiment on n'aime pas. Et ensuite, c'est pas hésiter à postuler à tous les trucs, même quand qu'on aime, qu'on aurait envie de faire, même quand on a soi-disant pas les compétences pour et soi-disant pas les diplômes pour. Il y a des gens, moi dans mon entourage, j'ai des gens qui ont été meilleurs que moi dans des jobs en start-up, alors qu'ils avaient pas du tout fait, les études pour. Et vraiment, ça a été des personnes qui ont été, excellentes et à aujourd'hui, je dirais, mais je pourrais embaucher ces personnes et je leur ferais bien plus confiance qu'à moi pour faire, des travaux plutôt administratifs et cetera, de rigueur, organisation, parce qu'en fait, c'est juste pas mon profil. Donc c'est vraiment ça, être honnête avec soi sur ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie et après, bah, trouver des quelqu'un en face qui est prêt à, comment dire? Qui a des besoins qui matchent avec nos envies. Et sinon, bah, c'est ouais, un peu forcer les portes comme je te l'ai dit, Supermood, ils cherchaient une stagiaire et moi j'ai postulé à des stages en disant: «Bah, voilà, moi je veux pas un stage, je veux une alternance». Alan, pareil, «Je veux un CDI, oui, mais je le veux pas à plein temps». Et du coup, j'ai créé des conditions qui me correspondent. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris un risque aussi. C'est-à-dire que quand on va chez Alan, et qu'on dit, «Bon, ben, je veux bien travailler, mais pas tous les jours». Oui, bah, on claque un peu des genoux, on a les chocottes, ouais. Je me dis, «Si ça se trouve, ça va être un non direct» et non, pas du tout.
tu restes 6 mois à temps plein pour te former, pour vraiment envoyer et puis après, bah, OK pour le 4/5e. Incroyable. Donc en fait, on va dire toutes les études après, au fur et à mesure des expériences et des années, ça se lisse un peu avec ce que tu as fait précédemment et ça se lisse un peu avec tous les autres personnes autour de toi. Et même, du coup, faut surtout oser enfin, suivre sa passion un petit peu, suivre ce qu'on aime. Voilà. Oui et surtout, je rajouterai un truc, c'est ne pas attendre que l'école fasse le boulot à ta place. Ouais. C'est l'école, enfin, moi, j'ai fait une école de commerce, donc je l'ai payée très cher, j'ai emprunté et cetera, avec l'aide de mes parents, mais Heu, j'ai jamais attendu que l'école s'occupe de moi. L'école, c'est une structure, on la paye, on juge que c'est trop cher et cetera. Bon, ça c'est des trucs personnels, mais moi je regrette, j'ai pas de regret d'avoir mis cet argent dans l'école. Pourquoi? Parce que j'ai su en tirer profit et je n'ai pas demandé à l'école d'être ma maman et de m'amener des stages tout prêts sur un plateau d'argent, d'apprendre à me faire l'école par exemple ne m'a pas du tout appris à faire une lettre de motivation. Le système comment l'école me transmettait de faire une lettre de motivation, c'était chiant, impersonnel et il fallait faire une bonne lettre de motivation qu'après tu arrosais. C'est pas tout à fait ce qu'il disait. Il disait bien qu'il fallait personnaliser 2-3 trucs, mais en gros, le but, c'était de trouver un algorithme, quoi. C'est pas possible. Tu traites sur de l'humain, il faut y aller à fond, il faut y aller avec ses tripes et je pense que c'est ça le, le cadre qui est important, c'est de se rappeler sa responsabilité. Si on a aimé ses études et si on a réussi à en faire quelque chose, c'est parce qu'on a pris la responsabilité d'en faire quelque chose et du coup, pour moi, c'est ça, c'est arriver à faire le maximum. Et bon, bah, Dieu sait comme ça doit être difficile en ce moment. J'ai beaucoup de compassion, pour les étudiants, quoi. Là, c'est pas facile. C'est encore plus difficile, ça, c'est sûr. Merci en tout cas pour tes derniers mots. C'était très encourageant pour tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont en recherche de stage, comme moi d'ailleurs, c'est dans mon cas. Mais ouais, il faut pas décourager, faut pas se décourager, il y a vraiment des opportunités, créer des portes là où il y en a, là où il y a un petit stage, d'1 mois, proposer 4, là où il y a un stage de 6 mois et bah, proposer 4 aussi si c'est 4 que vous voulez. Essayez et enchaîner, 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 faut pas se décourager. Il y a des fois où on est découragé, mais faut continuer. De toute façon, quel est l'autre choix? Quel est l'autre choix? Vous n'allez pas rester étudiant tout le temps et ça doit avancer à un moment ou à un autre dans une direction. Donc forcément, ça changera. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast sur 1001 parcours. Bah, c'était un plaisir. Merci Mathis. Merci, au revoir. Au revoir.